cet aspect du problème. Mais par rapport à ce qui a été dit par le médecin de Créteil, moi je ferai 3 remarques. La première remarque, c'est qu'effectivement, il se peut que des gens n'aient pas de NDE. La deuxième remarque, et ça va un peu dans le sens de ce que vient de dire Evelyne, c'est-à-dire qu'il est parfois très difficile à certaines personnes soit de s'en souvenir, alors on y parvient après. Je crois que si aujourd'hui on parle à nouveau de cette vie après la mort, notamment à tort peut-être à propos des NDE, c'est pour 2 raisons fondamentales. La première raison, ce sont les progrès considérables en dépit de ce qui a été dit tout à l'heure par le médecin, mais là on pourra en découdre ailleurs, ce sera l'objet d'un autre débat. Il y a donc les progrès considérables réalisés par réanimation qui font que ceux qui ont vécu cela peuvent en parler. Avant, ils ne revenaient pas à la vie, donc c'était terminé. Et puis il y a, je crois aussi, un besoin profond dans une société, un mouvement terrible d'aspiration vers la spiritualité. Et pour beaucoup de gens, la NDE, à tort ou à raison, signifie cela. Alors, je vais dire de méditation transcendantale, d'ascèse, et par conséquent, il ne faut pas associer les NDE à la mort, oui. Et c'est une erreur que l'on commet trop souvent. Ça me rappelle beaucoup, on en parle forcément mal. Ah bon? Bon, d'une part. Mais il vaut mieux peut-être en parler mal et en parler que de la terre. Mais il est exact que nous sommes à une période de transition en ce moment. C'est-à-dire nous avons quitté, on est en train de quitter la période où la mort était occultée, et on commence aujourd'hui à réfléchir à nouveau sur la mort, avec particulièrement l'aide aux mourants. Il y a la façon dont on en parle dans les livres, qui sont des lieux de réflexion, ou dans les colloques. Et puis ensuite, il y a la mort à la 3e personne, il y a la mort spectacle, il y a la mort sur le plateau de télévision. Alors, on ne peut pas y échapper. Eh bien, tout simplement parce que c'est une façon comme une autre d'exister, et d'exister d'une manière, j'allais dire, esthétique. Vous voyez dans les pastels, dans les bleus, dans les rouges, oui, dans les couleurs tendres, dans quoi exactement? Quelle est la couleur que vous aimeriez le plus? Le bleu, l'orange, le mauve, le rose. Puis avec cendre en bleu. Puis avec une petite teinte de noir quand même, puis de rouge vif. Pourquoi du noir? Ben, parce que c'est quand même plus ou moins la couleur du deuil, et puis ça met les couleurs pastel en relief. Au fond, un type de cannibalisme, celui-là. Profaner, qu'il s'agisse d'un corps ou qu'il s'agisse d'une tombe, c'est désacraliser. Et par conséquent, rabaisser l'objet qui est profané. Je prendrais, si vous voulez, un exemple emprunté au théâtre antique. Tout le monde sait que dans l'Iliade, par exemple, Achille a profané le corps d'Hector, c'est-à-dire qu'il l'a dépecé, il l'a traîné dans la poussière, de manière à ce qu'il le nie en tant que héros, il le nie en tant qu'homme, il le nie en tant qu'autre. Par conséquent, c'est une opération de destruction de la personne. La profanation est vieille comme le monde, elle a toujours existé. Bon, il se trouve qu'en ce moment, il y a un effet de répétition, et je ne suis pas loin de croire que le fait d'en parler incite un certain nombre de personnes à commettre ce geste. D'abord parce qu'il y a le désir de provoquer, d'une part. Ensuite, puisque certains l'ont fait, pourquoi pas moi? Peut-être aussi mystifier la police. Il est curieux, par exemple, que 3-4 jours après Carpentras, j'étais à Montréal, il y a eu 105 tombes de... On fait un peu l'histoire de la mort, on s'aperçoit qu'on a affaire à un mouvement pendulaire. Tantôt, la mort est extrêmement importante, puis tantôt, on l'oublie de manière quasi systématique. Alors, je pourrais peut-être prendre 2 exemples, simplement. Celui de l'époque romantique ou de l'art baroque, où alors la mort devient extrêmement importante, où on assiste à des deuils extraordinairement douloureux, à un flamboiement dans les rites avec des corbillards magistraux, et puis des monuments funéraires excessifs, et puis des requiems dans les églises attristant de manière terrible. Et puis au contraire, le début du XXe siècle, eh bien, la mort est complètement abandonnée, les rites se simplifient à l'extrême, il n'y a plus de cortège dans les rues, par exemple, on ne veille plus les cadavres, et il devient malséant de porter le deuil. C'est une mesure où je pense que le rite funéraire joue un rôle tout à fait apaisant pour l'esprit des survivants, c'est une thérapie, et sans cette thérapie, il est peut-être dangereux pour les survivants de ne plus avoir de rite, mais c'est pourquoi on assiste depuis une dizaine d'années à un retour
de la mort qui s'exprime par les salons funéraires, par exemple, par le souci d'inventer un nouvel art funéraire, de retrouver des rites et de créer des nouvelles symboles. Alors, vous parlez C'est tout à la fois. C'est un hommage rendu aux défunts, puisque cela est créé à son intention et permet de garder en nous profondément ancré son souvenir. Et son souvenir sera plus intéressant qu'il sera lié à des symboles. Je trouve que le symbole de cette fleur est extraordinaire. En même temps, ça fait aussi plaisir aux survivants, dans la mesure où le culte du souvenir et en même temps la contemplation d'un objet beau à voir. L'esthétique, c'est quoi? C'est l'art d'être bien ensemble et tout particulièrement réconfortant. Alors c'est à la fois beau et en même temps, c'est une thérapeutie pour le survivant. Et puis ici, ça peut être un débouché nouveau pour les artistes, et bien pourquoi pas? très concret, c'est cher ou pas? C'est cher, mais enfin, il faut bien payer. C'est-à-dire, il faut payer à quel point de vue? Il faut payer à tous les points de vue. Il faut payer en souffrance, surtout si l'être aimé disparaît. Il faut payer par le deuil et tout ce qu'il implique comme, j'allais dire, comme interdit. Et puis il faut payer de ses propres deniers, puisqu'après tout, les services de pompes funèbres rendent service à la société et il est normal qu'ils touchent un salaire. C'est enterrement En France, c'est quoi un spécialiste de la mort? C'est celui qui prend la mort comme objet et qui passe 10 à 12 heures par jour à réfléchir sur la mort, le mourir et l'après-mort. Et on en ressort vivant? La preuve? Vous avez même l'air d'en sortir très gai. Oui, oui, je crois que les gens qui s'intéressent à la mort prennent généralement un recul suffisant et ont suffisamment d'humour pour s'en tirer. François, Occidental, incontestablement, encore qu'aujourd'hui on assiste à un retournement et dans une certaine mesure, les problèmes relatifs à la mort redeviennent à la mode à partir notamment de toute une série d'associations qui ont été créées, comme la Société de Thanatologie par exemple, ou bien Jans France. Et puis je crois tout simplement parce que vivre sans les morts, c'est peut-être cesser de vivre. C'est Alain, je crois, qui disait que les morts ne sont pas morts, c'est assez clair parce que nous vivons. Et moi-même, j'avais mis à la fin du faire-part du décès de ma femme, penser souvent à elle afin qu'elle ne soit pas morte en vain. Puisque à Jans, nous avons des mathématiciens, des physiciens, des philosophes, des anthropologues, des théologiens, des psychiatres, oui. Et on essaie d'interpréter tout ce vécu, ou soi-disant vécu de certaines personnes qui, non pas sont mortes et revenues à la vie, mais tout simplement qui sont allées peut-être le plus loin possible aux limites de la mort et qui peuvent raconter leur vécu. Alors on analyse dans différents groupes, par exemple, les phénomènes de décorporation ou bien les modifications apportées dans la vie psychique de celui qui a vécu cette NDE. qu'est-ce que Le mourant voit son corps, disons, d'une certaine hauteur, et il entend exactement ce qui se passe dans la salle, ce que disent les médecins à son propos, et ce qui est plus curieux et complètement incompréhensible, il est capable de décrire ce qui se passe dans les salles d'à côté. C'est vous? Marc Pingot voudrait qu'on lui reprécise ce que c'est qu'une NDE. Eh bien, les NDE, ce sont ces fameux états proches de la mort dans lesquels le sujet, par exemple, commencerait par le sentiment de décorporation, dont on a dit quelques mots tout à l'heure, connaîtrait le voyage rapide dans le tunnel, au bout de laquelle il vivrait une lumière intensément lumineuse, des millions de soleils, mais qui ne blessent pas l'œil, et qui serait connaissance, amour, et ainsi de suite. Et parfois, il leur arrive de rencontrer des parents défunts, qui généralement leur disent « Non, ton heure n'est pas venue, et il faut que tu retournes à la vie ». Bon, voilà grosso modo le schéma des NDE. Une enquête d'ailleurs faite par un Américain montre que il y a de très grosses différences selon les sujets. 60% seulement éprouvent l'impression de paix ineffable, 37% le sentiment d'extracorporité, 26% la vision panoramique, 23% se souviennent de l'entrée dans le tunnel, et il est curieux qu'il y ait un très beau tableau de Jérôme Bosch qui montre justement ce tunnel, l'homme qui tournoie au fond la lumière, et 6% seulement restent sous le charme de cette lumière captivante. Le schéma traditionnel des NDE, mais ce sur quoi les auteurs comme Moody, par exemple, n'insistent pas suffisamment, il en est qui sont désastreuses, qui sont extrêmement désagréables et qui finissent mal. Vraiment, il y a la réalité des témoignages, et ils sont fort anciens,
puisque les descriptions qui nous sont données aujourd'hui, nous les retrouvons par exemple dans des ouvrages comme le Popol Vuh des Mayas, comme dans le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, ou le livre des morts égyptiens. Chez Platon, on parle du mythe d'Air dans la République, et un petit peu dans le Timée. La 6e Énéade de Plotin décrit exactement le phénomène, et Porphyre, son disciple, prétend qu'il en a eu 4, NDE. Plus près de nous, Plutarque a parlé dans le mythe des Séras de phénomènes semblables. Bergson, dans l'énergie spirituelle, je crois, décrit aussi des choses pareilles. Donc nous sommes frappés par l'ancienneté des témoignages et leur véritable caractère d'identité. Pourquoi subitement aujourd'hui en parle-t-on? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a les phénomènes de réanimation, et bien entendu les gens reviennent, j'allais dire à la vie, enfin reviennent à la conscience et peuvent éventuellement décrire ce qu'ils ont vécu, et ensuite parce que cela correspond pour certains à un souci de spiritualité, une espèce d'avidité de merveilleux. Je ne fais pas partie de cela. Voilà le premier point, la réalité des témoignages. Deuxièmement, il y a l'explication à donner à ces témoignages. D'abord, un témoignage, c'est un discours. Et le propre d'un discours, c'est d'être soumis à différents types d'analyses, sémiologiques, psychanalytiques, liées à l'environnement, analyse sociologique ou anthropologique. Et puis, deuxièmement, il y a, et c'est ce que nous essayons de poursuivre à Jans, toute une série de pistes possibles. Il est incontestable qu'il faut donner une place importante à la piste biologique. Bon, l'anoxie cérébrale, les troubles de transmission de l'oxygène au niveau azymatique, peut-être hyperapnée, peut-être certaines endorphines qu'on ne connaît pas encore, peut-être des mécanismes profonds non inventoriés du cerveau reptilien, par exemple. Il y a des pistes biologiques qu'il ne faut surtout pas négliger. Et puis, il y a aussi l'apport peut-être de la physique. Je pense à la théorie des champs énergétiques, je pense à la théorie des hologrammes qui bouleverse la notion d'espace et de temps et pourrait très bien donner l'explication de tous les phénomènes des NDE. Et actuellement, des recherches sont faites en Belgique sur l'effet tachyoélectrique, le tachyon étant un corpuscule démontré mathématiquement qui aurait une vitesse supérieure à celle de la lumière et qui peut-être permettrait d'apporter une lueur nouvelle sur le phénomène. Et puis il y a une troisième piste extrêmement importante qui est celle de la psychanalyse, qui est le retour au sentiment océanique de Freud, qui est l'importance donnée au ça instinctuel ou au surmoi. Et puis je crois qu'il serait intéressant aussi de se livrer à l'analyse et à l'exégèse d'un certain nombre de textes de théologie, dont ceux dont tout à l'heure je vous parlais. Mais il s'agit bien pour nous d'une réflexion scientifique et non pas nécessairement d'un passage vers une spiritualité qui attire beaucoup de gens, parce qu'il y a aussi ce que j'appellerais l'effet de compulsion, l'effet de réitération, et le rôle des médias ici est extrêmement important. Je suis capable, si vous m'interrogez, de vous décrire avec beaucoup de précision une NDE que